Mobutu était, disons, pro-occidental, hein, c'est sûr. Il était surtout manipulé par les Américains aussi. Hein. Il voulait traiter avec les États-Unis. Et j'étais son interlocuteur. Il y avait un désaccord avec Lumumba. Certains procédés que je n'approuvais pas. Par exemple, il pouvait, comme ça, sans me prévenir, aller dans un camp militaire et procéder à des nominations. Un tel caporal devenait lieutenant, tel sergent passait capitaine, commandant, et il signait devant les troupes à mon insu. Et puis ça ne pouvait pas me faciliter la tâche. Et comme je suis de nature qui aime l'ordre, j'ai remis de l'ordre. C'était ma façon de réagir. Pas contre la personne de Lumumba, mais parce que je n'aime pas le désordre. Pour remettre un peu de l'ordre au sein des forces armées et dans le pays. C'est ce qui s'est passé, ce n'était pas dirigé contre sa personne. Et c'est là que vous êtes pour la première fois intervenu directement dans la politique? Oui, jusqu'au mois de février 61. En créant le commissaire des collèges, le collège des commissaires généraux. Des commissaires généraux, oui. Et Lumumba à ce moment a disparu. Oui, c'est cela. La substance prévue pour éliminer Lumumba était du dentifrice empoisonné qui devait déclencher une maladie qui ressemble à la polio. Puis, il y a eu un démenti selon lequel le président Eisenhower n'avait jamais donné ces instructions. À l'époque, j'étais convaincu qu'il en était l'auteur. Il me semble avoir entendu cette phrase. Soit il a donné ses instructions, soit il a été mal compris. Mais j'étais persuadé que l'ordre émanait du président. Non, je ne me suis jamais occupé de lui. Quelles peuvent être, à votre avis, les répercussions au Congo et singulièrement au Katanga à l'annonce de la mort de Patrice Lumumba? Comme vous savez, n'est-ce pas, au Katanga, les gens ont fêté. La majorité a fêté. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais soulever une réflexion à laquelle je vous invite s'il vous plaît à participer activement. À travers de nombreux témoignages et lectures, il devient évident que les assassinats des leaders africains authentiques sont orchestrés par des forces occidentales. Cependant, ce que je souhaite souligner aujourd'hui, c'est que dans la grande majorité des cas, ces assassinats sont toujours exécutés par des Africains eux-mêmes. Pourquoi est-il si facile de retourner les Africains les uns contre les autres? Il y a plusieurs vidéos en préparation qui révèlent amèrement que ces tragédies se répètent encore et encore. L'histoire apprend à l'Africain que l'Africain n'apprend rien de l'histoire. Les véritables libérateurs ou alors ceux qui tentent simplement d'améliorer les choses deviennent systématiquement les cibles de coups d'État et d'assassinats perpétrés par d'autres Africains. Pourquoi? Pourquoi les guerres civiles, les sécessions et le terrorisme dans certaines régions sont-ils toujours alimentés par des confrontations entre Africains? Oui, ces conflits sont financés par des intérêts extérieurs, mais sur le terrain, pourquoi voit-on toujours des Noirs s'opposer à d'autres Noirs? Nous ne semblons pas tirer les leçons de nos erreurs passées. Les enjeux restent les mêmes et l'histoire se répète toujours. J'aimerais sincèrement connaître vos points de vue diversifiés sur ce sujet. Merci. Cela dit, passons maintenant à l'histoire du jour. Dans cette vidéo très particulière, on voyage pour le deuxième plus vaste pays d'Afrique après l'Algérie, la République démocratique du Congo. À l'issue de la conférence de Berlin tenue du 15 novembre 1884 au 26 février 1885, à l'initiative du chancelier allemand Otto von Bismarck, le territoire actuel de la République démocratique du Congo devient officiellement la propriété privée du roi belge Léopold II. Il baptise le pays l'État indépendant du Congo. Au cours des 23 ans suivants, le territoire est le lieu de sauvages atrocités. Les forces coloniales du roi belge rasent des villages. Ils répriment dans le sang les populations qui se révoltent. Alors les Yékés dans le sud-est du Katanga sont tués en masse. Leur puissant chef Msiri n'est pas épargné. Les Swahili dans l'actuelle province du Maniema sont exécutés. Les Yakas sont tués en grande quantité et les révoltés Batetela
connaissent le même sort. En parallèle des répressions sanguinaires, le roi des Belges instaure une pratique de travail forcé comme on ne l'a jamais vu ailleurs. En effet, il s'enrichit en vendant les cultures agricoles, de l'ivoire et aussi et surtout du caoutchouc. Les populations sont forcées à atteindre un quota de caoutchouc. Dans les zones où les quotas ne sont pas atteints, les enfants sont tués. Les femmes sont sauvagement violées pour terroriser les hommes et les pousser à travailler davantage. Le roi belge forme alors une armée coloniale qui porte le nom de force publique, avec des officiers et sous-officiers blancs et des soldats noirs recrutés au Congo et dans d'autres colonies d'Afrique. Afin d'éviter que les soldats noirs ne se révoltent contre leur maître blanc, les colons exigent alors qu'ils justifient chaque cartouche utilisée en présentant la main droite de la personne tuée. Et comme certains soldats ont été recrutés par force, le commissaire leur promet alors que ceux qui apportent beaucoup de mains feront moins d'années de service. Ces consignes et promesses conduisent à de nombreuses tortures et mutilations. Les officiers et sous-officiers blancs prennent les fusils des soldats noirs pour faire du braconnage et exigent que les soldats noirs ramènent des mains au commissaire pour justifier les cartouches manquantes. Ainsi, de nombreux Congolais à travers tout le territoire se voient couper les mains et les pieds. Sans recevoir de soins après l'amputation, beaucoup en meurent. Les personnes jugées lentes ou paresseuses dans l'extraction du latex sont convoquées par des officiers blancs qui coupent alors froidement leurs mains. Hommes, femmes et enfants connaissent le même sort. Les colons ne font aucune différence. Les expériences médicales sont aussi pratiquées sur la population. Des virus et des poisons sont administrés. Toutes ces cruelles pratiques coloniales tuent près de 5 millions de Congolais. En Europe, c'est l'indignation. Toutes les presses critiquent les pratiques initiées par Léopold II au Congo. Le 15 novembre 1908, le Parlement de Belgique vote l'annexion de l'État indépendant du Congo et prend en charge son administration. Le Congo n'est plus une propriété privée et devient alors une colonie belge. Les conditions de vie de la population indigène s'améliorent alors légèrement avec la suppression de la pratique de la main coupée. Le travail forcé est toujours pratiqué avec cependant moins d'intensité et dans le pays, les femmes sont toujours violées sauvagement par les colons. Pendant les deux grandes guerres mondiales, de nombreux Congolais sont arrêtés et forcés à combattre. En 1948, 3 ans après la Deuxième Guerre mondiale, les colons fondent la toute première université du Congo, l'université Lovanium. En 1957, la grande montée du nationalisme pousse l'administration coloniale belge à organiser les premières élections communales dans 3 villes au Congo. Le vent d'indépendance qui souffle puissamment en Afrique à la fin des années 50 n'épargne pas le Congo belge. En 1959, les partis politiques y sont autorisés et c'est dans ce contexte qu'un homme se démarque sur la scène politique congolaise. Reconnu pour son intelligence, son nationalisme et surtout son éloquence, il gagne en popularité de jour en jour. Il défend l'indépendance du pays avec une ferveur inégalée. Son nom est Elias Okita Sombo, plus connu sous le nom de Patrice Emery Lumumba. Elias Okita Sombo naît le 2 juillet 1925 dans une famille d'ethnie Tetela à Onaloa dans le Congo belge. Il commence son parcours scolaire dans une école missionnaire catholique et se fait baptiser par la volonté de son père. Il décide en 1943 de partir en ville pour tenter sa chance. Il change alors de nom et devient Patrice Emery Lumumba. Arrivé en ville, il travaille comme employé de bureau dans une société minière de la province du Sud Kivu jusqu'en 1945. Il découvre en travaillant pour la société minière que les matières premières de son pays jouent un rôle capital dans l'économie mondiale, mais aussi que les sociétés multinationales exploitent de façon inhumaine les Congolais sur leur propre terre. Il a très mal et veut dénoncer toutes ces pratiques cruelles. Il décide alors de travailler comme journaliste à Léopoldville, actuel Kinshasa, puis à Stanleyville, actuel Kisangani. Pendant cette période, il rédige dans divers journaux et fait des critiques très pointues au pouvoir colonial. Il devient alors victime de plusieurs injustices de colons belges. Plus tard, il quitte Stanleyville, revient à Léopoldville et intègre la poste comme employé de seconde classe. Bien que postier, il continue à dénoncer toutes les injustices dont sont victimes les Congolais. En septembre 1954, il reçoit sa carte d'immatriculé, distribuée par l'administration coloniale belge à quelques hommes du pays qu'elle considère comme les évolués. En 1955, il crée une association APIC, Association du personnel indigène de la colonie, et a l'occasion de s'entretenir avec le roi Baudin en voyage au Congo sur la situation sociale des Congolais. Pour ses multiples prises de position, il est constamment privé de salaire.
En 1956, il est jugé pour avoir détourné des fonds des comptes des chèques postaux de Stanleyville et est condamné à un emprisonnement d'1 an. Il vit son incarcération comme une injustice puisque, n'étant pas toujours payé, il considère n'avoir fait que prélever son dû et déclare que c'est pour des raisons politiques qu'il est incarcéré. Libéré avant la fin de sa peine d'emprisonnement prévue, il reprend ses activités politiques et devient directeur des ventes d'une brasserie. Au cours de cette année, il devient également président de l'association des évolués de Stanleyville. C'est précisément à ce moment que le gouvernement belge commence à mettre en place des mesures de libéralisation autorisant la formation de syndicats et de partis politiques en vue des élections municipales prévues pour 1957. À l'issue de ces élections, Joseph Kasavubu est élu maire de Dendal, une commune située au centre de Léopoldville, actuelle Kinshasa. L'administration coloniale belge exige que les partis politiques doivent être parrainés par les partis politiques de Belgique. Lumumba a de bonnes relations avec Auguste Boisseret, ministre en charge de la politique coloniale belge qui veut faire évoluer le Congo et notamment développer l'enseignement public. Lumumba adhère alors à son parti politique, le Parti libéral de la Belgique. Toujours au cours de cette année 1957, Patrice Lumumba, par l'intermédiaire de Antoine Roger Bolamba, fait la rencontre d'un homme qui est de 5 ans son cadet et qui a un profond respect pour lui. Après un passage dans l'armée dont il sort sous-officier, il devient journaliste pour le quotidien libéral de Léopoldville. Son nom est Joseph Désiré Mobutu. En 1958, à l'occasion de l'exposition universelle de Bruxelles, quelques Congolais sont invités en Belgique, dont Patrice Lumumba. À l'exposition, il est choqué de voir des Noirs présentés comme des animaux. Il est vraiment mécontent de l'image paternaliste présentée par l'exposition envers le peuple congolais. Après l'exposition, encore en Belgique, il se détache des libéraux et avec quelques compagnons politiques, il noue des contacts avec les cercles anticolonialistes de Bruxelles. Dès son retour au Congo, à Léopoldville, le 5 octobre 1958, il crée avec Gaston Diomine Dongala et Joseph Iléo le mouvement nationaliste congolais MNC. En décembre 1958, il assiste à la conférence des peuples africains à Accra, un moment décisif dans sa carrière politique. Il rencontre des leaders tels que l'antio-algérien Frantz Fanon, le Ghanéen Kwame Nkrumah et le Camerounais Félix Roland Mounier, qui partagent la conviction que le régionalisme, l'ethnisme et le tribalisme nuisent à l'unité nationale et facilitent l'infiltration du colonialisme. À la fin de cette conférence, Lumumba, désormais fermement engagé en faveur de l'indépendance, est nommé membre permanent du comité de coordination des peuples africains. De retour au Congo, il organise une conférence et revendique l'indépendance devant plus de 10 000 personnes. Il décrit l'objectif du MNC comme la liquidation du régime colonialiste et de l'exploitation de l'homme par l'homme. En 1959, une forte répression s'abat sur les mouvements nationalistes congolais, principalement sur Joseph Kasavubu et Patrice Lumumba. En janvier, l'interdiction d'un rassemblement de l'Abaco, parti présidé par Joseph Kasavubu, fait des centaines de morts. L'Abaco est dissoute et Joseph Kasavubu est déporté en Belgique. En octobre 1959, lors du congrès national du MNC à Stanleyville, les gendarmes tirent sur la foule, faisant une centaine de morts et des centaines de blessés. Lumumba est arrêté sans aucune raison quelques jours plus tard. Il est torturé tous les jours en prison. Et après près de 4 mois de détention déjà, le 21 janvier 1960, les colons le condamnent encore à 6 mois de prison. L'arrestation, la condamnation et la torture de Lumumba déclenchent des émeutes exigeant sa libération. Quelques pays aussi tels que le Ghana, la Guinée et la Fédération du Mali apportent leur soutien pour l'indépendance du Congo en exposant la répression coloniale belge. Débarrassée de Patrice Lumumba qu'elle considère comme le chef de la tendance radicale des indépendantistes, la Belgique organise des réunions avec certains Congolais. Parmi ceux-ci, certains sont favorables à une division du pays comme Moïse Tshombe, originaire du Katanga. D'autres sont aussi favorables à une accession progressive à l'indépendance sur 30 ans. Et peu d'entre eux veulent une indépendance immédiate. Une table ronde réunissant les représentants des diverses opinions congolaises a lieu à Bruxelles. Mais ces représentants congolais refusent unanimement de siéger sans Patrice Lumumba. Les Belges le libèrent alors à contre-cœur pour qu'il puisse participer. En Belgique,
Lumumba convainc tout le monde d'être d'accord pour l'indépendance immédiate du pays. En ce début d'année 1960, Joseph Désiré Mobutu se trouve aussi en Belgique pour suivre une formation d'assistance sociale. Accompagné de son ami Antoine Kiveva, il se rapproche de Patrice Lumumba qu'il connaît déjà et devient membre du MNC. Le gouvernement belge, espérant tirer parti des divisions internes parmi les Congolais, est pris au dépourvu lorsqu'il est confronté à un front uni des représentants congolais. Pris de court, la Belgique se voit alors contrainte d'accorder immédiatement l'indépendance au Congo. Rien ne pourra plus se décider, aussi bien en Belgique qu'au Congo, sans notre assentiment. Ces résultats magnifiques, obtenus par des négociations pacifiques et amicales, nous réjouissent profondément. La Belgique a compris les prix que nous attachons à notre liberté et à notre dignité humaine. C'est une grande et redoutable aventure que celle qui vous attend. Et vous n'ignorez pas que dans beaucoup de milieux, l'on aurait préféré, et je serais enclin de dire personnellement, que si nous avions pu, en toute liberté, examiner ce problème, nous aurions souhaité, dans votre intérêt, qu'il y ait des étapes successives, afin que, graduellement, avec le maximum de sûreté, vous puissiez vous familiariser avec les responsabilités en les assumant partiellement tous les ans davantage. Vous nous avez dit que c'était impossible et nous avons reconnu qu'il en était ainsi. Il n'était pas possible, étant donné le courant de libération qui se répand en Afrique, il n'était pas possible, et bien que jusqu'ici, vous ayez, dans une bien moindre mesure que d'autres territoires, été associés à votre administration, il n'était pas possible de vous refuser plus longtemps cette promotion majeure de devenir un État pleinement indépendant, maître de ses destinées. La population congolaise apprend la nouvelle par la radio qui diffuse alors pour la première fois la chanson préparée pour la circonstance par le chanteur Kabé Sélé et l'African Jazz. Le titre est Indépendance Tcha-Tcha. Après la tenue de la table ronde, Joseph Désiré Mobutu est repéré par Larry Devlin, un agent de la CIA. Mobutu établit d'excellentes relations avec Devlin. Voilà des relations dont vous pouvez deviner la nature et l'importance. En mai 1960, ont lieu les premières élections générales au Congo, que remporte avec près d'un tiers des votes le mouvement national congolais de Patrice Lumumba, MNC. Le dirigeant de l'ABACO, Joseph Kasavubu, dans un souci d'unité nationale, est nommé président de la République. Il approuve immédiatement la nomination de Patrice Lumumba au poste de premier ministre. Lumumba est en réalité celui qui a tous les pouvoirs. Il rédige la constitution du pays et forme le premier gouvernement du Congo indépendant. Et le 30 juin 1960, l'indépendance du pays est proclamée. Ce 30 juin, lors de la cérémonie d'accession à l'indépendance du pays, le roi des Belges présent à la cérémonie prononce un discours paternaliste convenu avec le président Kasavubu. Dans ce discours, il fait l'éloge du roi Léopold II qui a commis des massacres, des crimes sur les Congolais et conclut en disant que la Belgique, dans un élan de gentillesse, a accordé l'indépendance au Congo. Monsieur le Président, Messieurs, l'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II, entreprise par lui avec un courage tenace et continuée avec persévérance par la Belgique. Elle marque une heure décisive dans les destinées, non seulement du Congo lui-même, mais je n'hésite pas à l'affirmer, de l'Afrique tout entière. Pendant 80 ans,
la Belgique a envoyé sur votre sol les meilleurs de ses fils. D'abord, pour délivrer le bassin du Congo de l'odieux trafic esclavagiste qui décimait ses populations. Ensuite, pour rapprocher les unes des autres les ethnies qui jadis ennemies s'apprêtent à constituer ensemble le plus grand des États indépendants d'Afrique. Enfin, pour appeler à une vie plus heureuse les diverses régions du Congo que vous représentez ici, unies en un même Parlement. Nous remettons aujourd'hui entre vos mains tous les services administratifs, économiques, techniques et sociaux, ainsi que l'organisation judiciaire, sans lesquels un État moderne n'est pas viable. Les agents belges sont prêts à vous apporter une collaboration loyale et éclairée. Selon le protocole établi, Lumumba n'est pas censé prononcer des discours. Cependant, pendant que le roi Baudouin tient son discours humiliant, Lumumba commence à écrire son discours sur un bout de papier. Contre toute attente, il prend la parole. Congolais et Congolaises, combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants, pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Car cette indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'entente avec la Belgique, pays ami avec qui nous traitons d'égal à égal, ni les Congolais digne de ce nom ne pourra jamais oublier cependant que c'est par la lutte qu'elle a été conquise. Une lutte de tous les jours, une lutte ardente et idéaliste, une lutte dans laquelle nous n'avons mélangé ni nos forces, ni nos privations, ni nos souffrances, ni notre sang. Cette lutte qui fit des larmes, des feux et des sang, nous en sommes fiers jusqu'au plus profond de nous-mêmes, car ce fut une lutte noble et juste, une lutte indispensable pour mettre fin à l'humiliant esclavage qui nous était imposé par la force. Ce qui fit notre sort à 80 ans du régime colonialiste. Nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses encore pour que nous puissions les chasser de notre mémoire. Car nous avons connu le travail harassant, exigé en échange de salaires qui ne nous permettait ni de manger à notre faim, ni de nous vêtir ou nous loger décemment, ni d'élever nos enfants comme des êtres chers. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Qui oubliera qu'à un noir, on disait tu, non certes comme à un ami, mais parce que les voix honorables étaient réservées aux seuls blancs. Nous avons connu que nos terres furent spoliées au nom des textes prétendument légaux qui ne faisaient que reconnaître les droits du plus fort. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même
selon qu'il s'agissait des blancs ou des noirs, accommodante pour les uns, cruelle inhumaine pour les autres. Nous avons connu les souffrances atroces des relégués pour opinion politique ou croyances religieuses. Exilés dans leur propre patrie, leur sort était vraiment pire que la mort elle-même. Nous avons connu qu'il y avait dans les villes des maisons magnifiques pour les blancs et des paillotes croulantes pour les noirs. Que les noirs n'étaient admis dans les cinémas, ni dans les restaurants, ni dans les magasins européens. Que les noirs voyageaient à même la coque de péniche, au pied du blanc dans sa cabine de luxe. Qui oubliera enfin les fusillades où périrent tant de nos frères. Les cachons furent brutalement jetés, ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation. Tout cela, mes frères, nous en avons profondément souffert. Mais tout cela aussi, nous que les votes de vos représentants élus a agréé pour diriger notre cher pays, nous qui avons souffert dans notre corps et dans notre quai de l'oppression colonialiste, nous vous le disons, tout cela est désormais fini. Après ce discours de Lumumba, le roi Baudouin se sent offensé et humilié et demande à retourner à Bruxelles dans l'heure. Cependant, le premier ministre belge, Gaston Ekens, parvient à le convaincre de rester. Le soir même, lors d'un banquet réunissant les hommes politiques congolais et belges, les Belges prononcent un discours évoquant une transition pacifique et progressive, tout en reconnaissant l'œuvre de la Belgique au Congo. Discours lu et approuvé par Joseph Kasavubu. Bien que cela ne soit pas toujours prévu, Lumumba prend la parole et prononce un discours exigeant une transition rapide et complète. Il se positionne fermement en faveur de la lutte pour l'émancipation face à une oppression coloniale prolongée. Ce discours choque les Belges et le roi Baudouin, déjà humilié, décide que Lumumba doit être neutralisé et déclare à son premier ministre, je cite, « Il devient évident que Lumumba est désormais un obstacle à éliminer. » Fin de citation. Avec ces différentes prises de parole, Lumumba devient de plus en plus populaire dans le pays, beaucoup plus populaire que le président de la République, Joseph Kasavubu. En juillet 1960, il nomme Mobutu secrétaire d'État du gouvernement. Il n'intègre cependant pas dans le gouvernement l'homme fort du Katanga, Moïse Tshombe, qui se sent alors humilié et mis à l'écart. À ce niveau, il est important de parler du Katanga. Le Katanga est situé dans le sud-est du pays. Elle est une région stratégique pour l'industrie minière et joue un rôle central dans l'économie du Congo. Cette partie du pays est très riche en diverses ressources naturelles, principalement minérales. On y trouve du cuivre, du cobalt, de l'uranium, du zinc, du plomb, de l'étain, du manganèse, du diamant et de l'or. Comme la traite des Noirs a dépeuplé la région, les colons belges ont amené comme travailleurs pour les mines des dizaines de milliers de Kassaïens de l'ethnie Luba, des Rwandais, des Angolais et des ressortissants de la Rhodésie, actuelle Zimbabwe. Ces ressources minérales sont intensément exploitées par les entreprises belges, notamment l'Union minière du Haut-Katanga, et les entreprises américaines sont aussi présentes dans la région. Toutes ces entreprises qui pillent le pays se sentent menacées par Lumumba. Lumumba, panafricaniste, nationaliste et intelligent, au grand jamais, il ne peut accepter des contrats d'exploitation déséquilibrés qui ne sont favorables qu'aux Occidentaux. Tous les néocolonisateurs se mettent donc d'accord, Lumumba est un problème, il faut l'éliminer. La substance prévue pour éliminer Lumumba était du dentifrice empoisonné qui devait déclencher une maladie qui ressemble à la polio. Les États-Unis tentent tout d'abord d'empoisonner le leader congolais, mais toutes les tentatives se soldent par un échec. Aux élections législatives de 1960, la Confédération des associations tribales du Katanga, CONACAT, dirigée par Moïse Tshombe, obtient ses meilleurs résultats dans son fief de la province du Katanga. La Belgique, qui veut décrédibiliser Lumumba en déstabilisant le pays et qui veut continuer à profiter des richesses du Katanga, apporte alors du soutien à Moïse Tshombe. Et le 11 juillet 1960, Tshombe déclare la sécession de la
la région du reste du Congo. Le même jour, il invite les Katangais à chasser les Luba. Des affrontements éclatent, de nombreux Luba sont tués. La France s'invite aussi à la danse en espérant gratter quelques mines. Par l'intermédiaire de Jacques Faucard, le monsieur Afrique de l'Élysée, elle fournit aux Katanga de nombreuses armes et mercenaires, dont le plus connu est Bob Denard. Et le désordre au Katanga pouvait s'étendre à d'autres pays d'Afrique. Et il fallait remettre de l'ordre au Katanga. Voilà. Et le général de Gaulle estimait qu'il fallait éviter qu'il y ait du désordre en Afrique. Voilà. Jacques Faucard est allé le chercher et puis il l'a promu d'abord au Congo-Zaïre, enfin ex-Zaïre, aujourd'hui Congo, et puis progressivement a accompagné toute sa carrière en lui donnant des missions, officiellement comme un indépendant et puis officieusement au service de la DGSE. Je ne faisais pas les choses sans leur dire ce que j'allais faire ou sans leur dire, moi, quand il y avait quelque chose que je devais faire, j'allais les voir. C'était pas la peine d'essayer qu'il y ait des écoutes ou un truc comme ça. Moi, j'ai été accusé par l'ONU, j'ai eu ma tête mise à prix par l'ONU pour génocide, mais j'estime que c'est tout à fait normal ce que j'ai fait. J'ai liquidé un village, mais ce village, il nous emmerdait, il tuait tous les types qui passaient. Alors, un jour, j'en ai eu plein le cul. J'ai pris le groupe, on s'est séparés en deux, j'ai fait fermer la forêt avec les jeeps, j'ai commencé sur la route à tout foutre en l'air. Les cases, les gens, on a tout liquidé. Mais putain, l'ONU a tressailli là. Et il y avait combien de victimes? Il y avait combien de victimes dans ce village? Ah, j'en sais rien, on n'a pas réussi à les compter, mais je vous garantis qu'il y a au moins 80% de la population du village y est restée, hein, parce que quand ils fuyaient par la forêt, j'avais mes gus dans la forêt, moi là-bas, qui les attendaient. Alors il y a eu un beau massacre. Voilà, j'ai pas un seul regret. On en fait assez chier, ces putains de Congolais, ouais. Et de Katangais, des Balouba. Ah. À Léopoldville, à l'initiative de Patrice Lumumba, la conférence panafricaine des peuples africains se tient. Confronté à la sécession du Katanga, Lumumba, devant toutes les télévisions présentes, dit, je cite, « Sous le camouflage du mot fédéralisme, on veut opposer les populations du Congo. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que ceux qui préconisent le fédéralisme préconisent en réalité le séparatisme. Ce qui se passe au Katanga, ce sont quelques colons qui disent « Ce pays devient indépendant et toutes ses richesses vont servir à cette grande nation, la nation des Noirs. » Non, il faut le Katanga État indépendant, de telle manière que demain, c'est le grand capitalisme qui va dominer les Africains. Fin de citation. Et il clôture la conférence en disant, je cite, « Pas de compromis, pas de compromis. L'unité nationale et l'indépendance de notre pays ne sont pas négociables. » Les paroles du discours de Lumumba, largement diffusées par la radio, influencent rapidement la population congolaise. Ces paroles sont perçues comme hostiles envers les Belges et trouvent écho parmi ceux qui critiquent déjà la présence belge dans le pays. En effet, dans tous les échelons de l'administration, on trouve des fonctionnaires belges. Et dans l'armée, en attendant la formation des premières promotions d'officiers congolais, tout le corps des officiers est belge. Et ces officiers s'amusent à dire aux Congolais que rien ne va changer dans leur pays. Et ils sortent alors cette équation bien connue, avant l'indépendance est égal à après l'indépendance. Ce discours de Lumumba provoque alors dans quelques casernes une révolte qui gagne très vite des populations civiles, surtout dans la capitale Léopoldville. Des officiers et des cadres belges de l'administration sont chassés. Des émeutes éclatent dans le pays. Elles visent les entreprises des Blancs. Les Congolais chassent les Blancs. De nombreuses familles blanches prennent la fuite. À la suite de ces événements, Lumumba évince les officiers belges, décrète l'africanisation de l'armée et il double le salaire des soldats. Dans ce contexte, Mobutu, seul lumumbiste avec une quelconque expérience militaire, est nommé colonel par Lumumba, puis chef d'état-major. La Belgique profite alors des événements dans le pays, prétextant vouloir protéger ses ressortissants. Avec l'aval de l'OTAN, elle envoie 11 000 soldats au Congo. Sur les 11 000 soldats, 2 000 sont envoyés à Léopoldville, 1 000 dans d'autres régions et 9 000 soldats sont envoyés au Katanga pour soutenir Moïse Tshombe. Cette intervention militaire surprend à l'étranger, encore plus en Afrique, par l'ampleur des moyens mis en œuvre et par la rapidité de ces déploiements militaires. Lumumba se tourne alors vers l'ONU et expose la situation du Congo. C'est avec plaisir que je me trouve aujourd'hui parmi vous
pour vous parler des problèmes du Congo. Je suis venu aux États-Unis pour prendre contact avec le secrétaire général des Nations Unies, lui exposer avec objectivité les causes des événements du Congo et demander son appui pour que les troupes belges quittent immédiatement le territoire de notre République afin que la paix soit immédiatement rétablie. Parce que tant que les troupes belges resteront au Congo, la paix ne sera pas rétablie. Le rétablissement de l'ordre et de la paix au Congo est conditionné au retrait de ces troupes. Je vais vous faire un tout petit exposé parce que je préfère répondre plutôt aux questions que vous vous posez. Nous avons mené une lutte acharnée pour libérer notre pays du statut colonial, pour faire du Congo un continent libre, un pays indépendant. Notre politique a toujours été basée sur la non-violence. Et c'est dans cet esprit que nous avons toujours travaillé. Et malgré les brimades, des arrestations arbitraires, des condamnations, et nous ne sommes jamais découragés. Le 30 juin, nous avons accédé à la souveraineté internationale. Le 1er juillet, aucun cadre n'était aux mains des Africains. L'administration, la police, l'armée, tout et absolument tout. Et à 100%, c'était encore aux mains des seuls fonctionnaires belges. Le mécontentement ne pouvait pas tarder. C'est alors que les militaires ont exigé des réformes dans l'armée. Bien avant l'accession du pays à l'indépendance, nous avons à 3 reprises demandé au général Jean Sès, commandant en chef de la force publique, pour qu'il nous fasse un plan d'organisation et d'africanisation de l'armée. Aussitôt que ces événements sont intervenus, nous sommes allés moi-même, les chefs d'État et moi, dans les camps militaires, dans les Bas-Congo, à Téziville, à Matadi, à Banane, à Mwanda, à Boma, pour examiner sur place la situation et procéder à des nominations des Congolais. Malgré la condamnation par l'Union soviétique et des pays du tiers-monde qui soutiennent Lumumba et ses partisans, malgré la forte présence de soldats belges dans le pays, et plus précisément au Katanga, l'ONU qualifie le conflit du Katanga comme conflit intérieur. Face à la trahison de l'ONU, Lumumba en appelle alors à la solidarité africaine et réaffirme son intention de résister. Il dit, je cite, « Tous ont compris que si le Congo meurt, toute l'Afrique bascule dans la nuit de la défaite et de la servitude. Voilà encore une fois la preuve suivante de l'unité africaine. Voilà la preuve concrète de cette unité sans laquelle nous ne pourrions vivre face aux appétits monstrueux de l'impérialisme. Entre l'esclavage et la liberté, il n'y a pas de compromis. » Fin de citation. Certains pays tendent alors la main au Congo. La Fédération du Mali de Modibo Keïta et le Ghana de Kwame Nkrumah envoient des soldats à Lumumba. La Guinée de Sékou Touré et l'Égypte de Gamel Abdel Nasser critiquent la sécession du Katanga et jouent de tout leur poids diplomatique pour essayer d'arranger pacifiquement la situation. Alors qu'un conflit est en train d'éclater dans le pays, Albert Kalonji, un député national qui avait participé à la table ronde de Bruxelles, qui était pressenti comme ministre avant d'être écarté par Patrice Lumumba, fait à son tour sécession du Sud Kasaï sous le nom d'État minier du Sud Kasaï. Il s'autoproclame président et il nomme Joseph Ngaloula chef du gouvernement. Lumumba envoie alors des soldats pour reprendre la région du Sud Kasaï et du Katanga. Conscient de l'infériorité numérique de ses soldats, il décide de faire appel à l'Union soviétique qui lui envoie des conseillers militaires. On est en pleine période
période de guerre froide. Avec cet appel à l'aide soviétique, Lumumba devient la priorité des États-Unis. Le président Eisenhower ordonne alors à la CIA de le descendre. Vous étiez en contact avec les Américains? Oui. Ouais, enfin, mon contact était Devlin, Larry Devlin. Ouais. On s'entendait bien et on a fait certaines choses ensemble, mais simplement. Mais les Américains, je crois, voulaient liquider le Lumumba. Oui, le colonel Marlière faisait partie des services spéciaux belges. C'était un officier très respecté. Bon, on s'est mis d'accord un jour avec des gens de chez nous pour mettre des écouteurs dans les bureaux de Lumumba. Ce sont les Américains qui ont fourni le matériel et ce sont des Belges qui ont placé, qui ont fait ça, oui. Alors on captait toutes les conversations téléphoniques de Lumumba. Le 5 septembre 1960, nous avons révoqué, conformément à l'article 22 de la loi fondamentale, le Premier ministre, M. Patrice Lumumba, et certains autres ministres. Le 4 septembre 1960, alors qu'il n'en a constitutionnellement pas le droit, le président Joseph Kasavubu, déjà proche des Belges, annonce à la radio la révocation de Lumumba ainsi que des ministres nationalistes. Il le remplace le lendemain matin par Joseph Iléo. Kasavubu blâme publiquement Lumumba pour l'invasion du Sud Kasaï et pour l'implication soviétique dans le pays. Toutefois, Lumumba déclare qu'il reste en fonction. Le Conseil des ministres et le Parlement lui votent une motion de maintien et à son tour, Lumumba révoque le président Kasavubu sous l'accusation de haute trahison. Le Parlement siège et maintient les deux à leurs postes respectifs. Dans ce contexte tendu entre les deux hommes, un coup d'État orchestré par la CIA éclate à Léopoldville. Joseph Désiré Mobutu prend le pouvoir. Et il crée immédiatement le collège des commissaires généraux, composé de quelques Congolais compétents dans divers domaines, transport, économie, politique. Il renvoie des partisans de Lumumba de l'administration et affecte des étudiants à ces postes-là. Et c'est avec grand plaisir que Joseph Kasavubu accepte ce changement de gouvernement imposé par Mobutu. Mobutu était, disons, pro-occidental, c'est sûr. Il était surtout manipulé par les Américains aussi. Il voulait traiter avec les États-Unis. Et j'étais son interlocuteur. Pour récapituler la situation, le gouvernement belge veut éliminer Lumumba. Le roi Baudin veut sa mort. Les États-Unis veulent sa mort. Mobutu veut sa mort. La France veut sa mort. Kasavubu veut sa mort. Et celui qui le déteste le plus, Moïse Tshombe, veut bien évidemment aussi sa mort. C'est dans ce contexte que, le 10 octobre 1960, Mobutu assigne à résidence Lumumba. Mais Lumumba fait passer en secret un mot d'ordre demandant à ses amis politiques de le rejoindre à Stanleyville où ils établissent un gouvernement clandestin dirigé par Antoine Gizenga. Le 27 novembre, Lumumba s'échappe avec sa famille de la résidence Tilkens à Kalina et tente de gagner Stanleyville. Mais il est malheureusement victime de sa forte popularité. Partout où il passe, on le remarque et les populations lui demandent de prononcer des discours. Le 1er décembre, Gilbert Pongo, l'officier de liaison du service des renseignements de Mobutu, réussit à localiser Lumumba. Il est arrêté à Lodi dans le district de la Sankuru. Il est ensuite ramené à Mwika où il est embarqué à bord d'un avion vers Léopoldville, d'où il est transféré au camp militaire Hardy de Tisville. Il se trouve alors sous la garde des hommes de Louis Bobozo et en détention. Il est sauvagement torturé. Le 17 janvier 1961, sous ordre de la Belgique, Patrice Lumumba et deux de ses amis, Maurice Polo et Joseph Okito, sont conduits par avion à Elisabethville au Katanga et livrés aux autorités locales. Lumumba, Mpolo et Okito sont conduits sous escorte militaire dans une petite maison, reculée, éloignée de la population où ils sont ligotés, humiliés et torturés par des responsables katangais dont Moïse Tshombe, Godefroy Munongo, Évariste Kimba, Jean-Baptiste Kibwe et Gabriel Kitenge, mais aussi par des Belges, le capitaine Gatt et le commissaire de police Vescher. Ils sont ensuite fusillés le soir même vers 22h45 par des soldats sous le commandement du capitaine Gatt. L'information est transmise à Joseph Kasavubu et à Mobutu. Afin de se laver de l'histoire, la Belgique met sur pied une grande campagne de désinformation. En effet, dès le lendemain matin, les journaux et radios belges et congolais traitent Lumumba de traître
en déclarant qu'il a été assassiné par des villageois quand il essayait de s'échapper. Voici tout d'abord un aperçu de nos principales informations. Le traître Lumumba et ses codétenus Okito et Mpolo se sont évadés la nuit dernière de leur lieu de détention au Katanga. Aujourd'hui, à 11h50, M. Godefroy Munongo a tenu une conférence de presse dont nous vous donnons la lecture intégrale en raison de la gravité des événements auxquels elle a trait. La propagation de ces fausses informations déclenche une grande révolte parmi la population paysanne qui prend les armes sous la direction de Pierre Moulele, partisan de Lumumba et ancien ministre de l'Éducation. Les paysans conquièrent près de 70% du Congo avant d'être écrasés par l'armée de Mobutu, soutenue par la Belgique et des mercenaires sud-africains. À la suite de cet incident, la Belgique décide d'effacer toutes les traces de son forfait. Une opération est alors menée par les agents secrets belges pour faire disparaître les cadavres. Les corps sont découpés et dissous dans l'acide. De Lumumba, il ne reste que 2 dents que le Belge Gérard Soet emporte fièrement avec lui en Belgique. Eh ben, on a coupé les corps à morceaux. Enfin, ils ont été enterrés 2 fois, hein. Mais alors on les a coupés en morceaux, on les a brûlés. On avait aussi une énorme quantité de l'acide qu'on met dans les batteries, des voitures. Et dans ça, on a donc la plus grande partie des corps a été dissous. Oui. Et alors le reste, on a brûlé. Hein. Mais il fallait faire ça sans que les Noirs le voient. En pleine forêt. C'est aussi un problème, ça. Vous êtes là à 2, nous étions 2. Et on devait faire ça tous à nous-mêmes. Enlever les 3 corps de la terre. Les couper en morceaux, les détruire. Et tout ça ne pouvait être su de personne. Et c'était su de personne. Personne n'a su ça. Et il y en a même qui croient qu'il va revenir. Hein? Alors il doit venir avec 2 dents de moins devant. Dans une autre interview, quand on lui demande où sont les dents, il répond en disant s'être débarrassé. Quand avez-vous décidé de faire disparaître les dents ? Hier ou avant-hier, lorsque De Witt était ici, il était là à pérorer et à me dire que j'allais être accusé de meurtre. Qu'avez-vous fait alors ? Ce que j'ai fait, avec mon bateau, j'étais en mer et je les ai fait disparaître. Je suis le seul à savoir où, personne ne les retrouvera. Et à quoi pensiez-vous ? En terminer avec l'affaire Lumumba. Je ne veux plus en entendre parler. Après sa mort, sa fille contacte les autorités en déclarant qu'elle a trouvé une dent dans un bocal dans la maison de son père, affirmant qu'il pourrait s'agir d'une dent de Patrice Lumumba. Fait étrange, après la mort de Lumumba, l'ONU accepte d'aider militairement Mobutu et Kasavubu à récupérer le Katanga. Une guerre donne lieu entre les casques bleus de l'ONU et les mercenaires katangais, belges et français du Katanga. Bilan, plus de 100 000 morts. À propos de Pierre Moulele qui avait organisé une révolte pour venger Patrice Lumumba, alors qu'il est exilé au Congo-Brazzaville en 1968, Joseph Désiré Mobutu, le nouveau président, le convainc de revenir d'exil, lui promettant l'amnistie. Une fois revenu, Mobutu le fait torturer publiquement, lui faisant arracher les yeux, les oreilles, le nez et les parties génitales. Et ses membres sont amputés un à un alors qu'il est toujours vivant. Son corps est ensuite jeté dans le fleuve Congo. 10 ans plus tard, le président Mobutu ordonne que la mère de Moulele soit tuée à son tour. Et il a fait tuer avec l'un des fils de Pierre Moulele. En juin 2022, une soi-disant dépouille de Patrice Lumumba, constituée uniquement d'une dent, est remise par le premier ministre belge Alexander De Croo aux autorités de la République démocratique du Congo. Elle a ensuite rapatrié en RDC et exposée dans différentes régions du pays avant d'être placée dans un mausolée construit à cet effet à Kinshasa. Bon, concernant la dent, je vous laisse donner vos avis s'il s'agit vraiment de la dent de Patrice Lumumba. Par la dernière lettre de Lumumba, écrite en prison quelques jours avant d'être tué, je conclus cette vidéo. Ma compagne chérie, je t'écris ces mots sans savoir s'ils te parviendront. Quand ils te parviendront,
et si je serai en vie lorsque tu les liras. Tout au long de ma lutte pour l'indépendance de mon pays, je n'ai jamais douté un seul instant du triomphe final, de la cause sacrée à laquelle mes compagnons et moi avons consacré toute notre vie. Mais ce que nous voulions pour notre pays, son droit à une vie honorable, à une dignité sans tache, à une indépendance sans restriction, le colonialisme belge et ses alliés occidentaux qui ont trouvé des soutiens directs et indirects, délibérés et non délibérés parmi certains hauts fonctionnaires des Nations Unies, cet organisme en qui nous avons placé toute notre confiance lorsque nous avons fait appel à son assistance, ne l'ont jamais voulu. Ils ont corrompu certains de nos compatriotes. Ils ont contribué à déformer la vérité et à souiller notre indépendance. Que pourrais-je dire d'autre? Que morts, vivants, libres ou en prison, sur ordre des colonialistes, ce n'est pas ma personne qui compte, c'est le Congo, c'est notre pauvre peuple, dont on a transformé l'indépendance en une cage d'où l'on nous regarde du dehors, tantôt avec cette compassion bénévole, tantôt avec joie et plaisir. Mais ma foi restera inébranlable. Je sais et je sens au fond de moi-même que tôt ou tard, mon peuple se débarrassera de tous ses ennemis intérieurs et extérieurs, qu'il se lèvera comme un seul homme pour dire non au capitalisme dégradant et honteux et pour reprendre sa dignité sous un soleil pur. Nous ne sommes pas seuls. L'Afrique, l'Asie et les peuples libres et libérés de tous les coins du monde. Il n'y aura plus de colonisateurs et leurs mercenaires dans notre pays. À mes enfants que je laisse et que peut-être je ne reverrai plus, je veux qu'on dise que l'avenir du Congo est beau et qu'il attend d'eux, comme il attend de chaque Congolais, d'accomplir la tâche sacrée de la reconstruction de notre indépendance et de notre souveraineté. Car sans dignité, il n'y a pas de liberté. Sans justice, il n'y a pas de dignité et sans indépendance, il n'y a pas d'homme libre. Ni brutalité, ni sévice, ni torture ne m'ont jamais amené à demander la grâce, car je préfère mourir avec la tête haute, la foi inébranlable et la confiance profonde dans la destinée de mon pays, plutôt que vivre dans la soumission et le mépris des principes sacrés. L'histoire dira un jour son mot, mais ce ne sera pas l'histoire qu'on enseignera à Bruxelles, Washington, Paris ou aux Nations Unies, mais celle qu'on enseignera dans les pays affranchis du colonialisme et de ses fantoches. L'Afrique écrira sa propre histoire et elle sera, au nord et au sud du Sahara, une histoire de gloire et de dignité. Ne me pleure pas ma compagne. Moi, je sais que mon pays qui souffre tant saura défendre son indépendance et sa liberté. Vivre le Congo, vivre l'Afrique. Patrice Lumumba. Vraiment, que dire après tout ça? En tant qu'Africain, il est sincèrement très difficile de rester impartial face à toutes ces injustices. L'histoire de Lumumba est vraiment très triste et révoltante. Les Occidentaux défendent les intérêts en Afrique, ça c'est connu. Mais pourquoi toujours cette traîtrise entre Africains? Pourquoi? J'attends vraiment vos retours sur ce sujet. Restez en bonne santé, partagez, likez la vidéo, abonnez-vous. Bon, c'était l'histoire de Patrice Emery Lumumba.